Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM pour cette édition. À la une ce soir, un homme connu des réseaux sociaux perd le contrôle de son véhicule, renverse mortellement 2 élèves avant de rendre l'âme à l'hôpital. L'accident s'est produit sur la route de Dara Djolof. 4 blessés, dont 2 dans un état grave, sont pris en charge. Le collectif Nyolank a battu le pavé ce vendredi, une marche pour protester contre la vie chère et une justice pas du tout impartiale. La manifestation s'est tenue en l'absence de grands noms du mouvement. Et puis, après plusieurs mois de lutte contre le virus du Covid-19, les agents des centres de traitement des épidémies engagent un autre combat, celui pour le paiement de leurs primes de motivation. Les travailleurs qui se sont retrouvés devant le ministère de la Santé dénoncent des combines dans le système de répartition. Démarrage demain 16 octobre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plus de 200 films sont sélectionnés pour cette 27e édition. Ibou Diouf, notre envoyé spécial, nous donnera un avant-goût de l'ouverture de cette édition. Merci de choisir la TFM. Un grave accident de la circulation a fait 3 morts, dont 2 sur le coup des élèves. La 3e victime, le célèbre TikToker Mbaye Sapar, conducteur du véhicule impliqué, est décédé après son évacuation à l'hôpital Madlaboul Fawzaini de Touba. Le drame s'est produit aux alentours de 13h sur la route de Dara Djolof. Les détails avec Papa Balagay et à la sombre. 2 morts, 2 blessés graves et 2 légers, c'est le bilan de l'accident survenu sur la route de Dara Djolof dans la ville-centre de Touba. Selon nos sources, c'est un véhicule de marque Peugeot 406 qui a dérapé avant de se renverser. 2 fillettes âgées de 14 ans environ ont trouvé la mort sur le coup et les blessés évacués par les éléments des sapeurs-pompiers de Touba vers l'hôpital Madlaboul Fawzaini et les corps sans vie déposés à la morgue du dit hôpital. Aux dernières nouvelles, une 3e victime aurait succombé et il s'agirait du célèbre TikToker Mbaye Sapar qui était au volant de la 406. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour élucider cette affaire. Merci beaucoup, Pape Balagay. Le collectif Nyolank a bien manifesté malgré une autorisation reçue tardivement. Les membres dénoncent la cherté de la vie et le manque d'impartialité de la justice sénégalaise. Mais il faut dire que la grande mobilisation n'était pas au rendez-vous. Une marche sur la place de la Nation, l'absence de certaines figures comme Guy Marius Sagna, Kilifeu Tchat ou encore Simon, Habib Faye et Modou Diop étaient sur la place de la Nation. Une marche pas comme les autres. Le collectif Nyolank n'a pas assez mobilisé ce vendredi pour dénoncer la cherté de la vie au Sénégal et la gestion de la justice. Juste pour revendiquer beaucoup de points qui sont pratiquement les mots de tous les Sénégalais, à savoir l'injustice, la manipulation de la justice, la vie chère, le 2 poids 2 mesures qui existent dans la justice aujourd'hui. Et j'ai tenu à être ici pour soutenir ces camarades de lutte qui depuis la Côte d'Ivoire nous inspirent parce qu'on comprend, on voit depuis la Côte d'Ivoire qu'il y a une véritable dynamique citoyenne, une véritable société civile, voilà, qui, comme un seul peuple. Une manifestation lors de laquelle les leaders Guy Marius Sagna, Simon, Kilifeu Tchat ont brillé par leur absence. Mais les membres du collectif invitent les citoyens à se joindre à eux pour que leurs doléances soient satisfaites par le gouvernement du Sénégal. Ici, ça devait être plein de monde. Mais malheureusement, on a une jeunesse qui est trop manipulée, une jeunesse qui ne pense pas trop aux futures générations, mais qui pense qu'à soi-même. La cause vient du préfet qui a tardivement informé le collectif que la marche a été autorisée vers 13h, si je ne me trompe pas. C'est à cause de cela que peut-être les gens ne sont pas informés ou bien ils ont peur de sortir. Mais on leur dit que ce n'est pas la peine d'avoir peur parce que c'est nous qui avons voté pour Macky Sall, pour qu'il gère notre pays. Donc, il doit bien le gérer. De la place de la Nation au rond-point RTS, Nyolank et ses alliés ont manifesté leur colère contre la hausse des prix, a rappelé que le préfet de Dakar a tardivement autorisé la marche selon eux.
Des travailleurs des centres de traitement des épidémies se sont rendus en masse devant le ministère de la Santé. Ils réclament leur prime de motivation, 3 mois d'arriérés pour certains et jusqu'à 10 mois pour d'autres. En sit-in, ces agents dénoncent ce qu'ils qualifient de magouille dans la répartition de ces primes. Al-Hassan Ba et Jafaraba y ont assisté. Il fallait accélérer les choses, porter leur blouse et mettre leur brassard rouge. Ces travailleurs des CTE n'en peuvent plus. Ils veulent le paiement de leur motivation. Il faut le rappeler puisque c'est très important. C'est le président de la République lui-même qui avait instruit le paiement de toutes les motivations concernant la Covid-19. Après lui-même avoir dit que tous les agents travaillant dans le cadre de la Covid-19 devraient avoir une prime de motivation. Et aujourd'hui, tous ces agents ici présents font face à une situation très difficile. Parce que n'ayant ni reçu, encore moins informé des raisons qui expliquent ce retard-là qui n'a que trop duré. Pour des gens qui ont fait des sacrifices dans les centres de traitement, on en est là. Donc on nous empêche de donner l'information selon laquelle nous avons droit... Un discours qui n'a pas pu terminer puisqu'interrompu par la sécurité. Finalement, c'est ici, en face du ministère de la Santé, qu'ils ont pu poursuivre leur point de presse. Très en colère, ils soupçonnent des deals dans la répartition et le paiement de ces motivations. Nous avons reçu une information comme quoi qu'il a été décidé, au vu de la recrudescence des cas de Covid, que les motivations devraient parvenir au directeur des hôpitaux qui devrait faire, comment on appelle, tourner et sélectionner les agents et leur donner. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça a été décidé au niveau de la hiérarchie. Nous n'avons rien à voir avec ça. Et donc si c'est un deal entre le ministère de la Santé et les directeurs des hôpitaux, nous n'accepterons pas d'être ceux qui sont lésés. Eliman et ses camarades font dans la menace. Ils sont prêts à citer des noms qu'importe le prix à payer. Nous réclamons l'intégralité de la somme. Donc ceux qu'ils doivent 6 mois, on leur donne leurs 6 mois, les 3 mois qu'ils reçoivent leur argent, ceux qui n'ont jamais reçu, parce qu'on a des agents qui sont restés 10 mois dans les centres de traitement, qui n'ont reçu aucun franc. Et paradoxe du sort, leur nom vient toujours au niveau du ministère. Donc c'est un deal qu'ils ne nous obligent pas à parler. Donc c'est un alerte aujourd'hui, mais si rien n'est fait dans les semaines à venir, nous allons inviter la presse et donner les noms de ceux qui gèrent de façon frauduleuse cet argent qui nous est destiné. Ils invitent leurs camarades des CTE à faire face et exiger plus de considération. Direction le nord du pays avec ce conflit foncier à Bokidiawé. Des habitants rejettent le projet de lotissement du maire Kalilou Wagé. Ces populations craignent de perdre leurs terres cultivables. Elles ont voulu tenir une marche de protestation, mais la gendarmerie s'y est opposée. Ali Bandelnian. Le torchon brûle entre des populations de Bokidiawé et le maire de leur commune. Regroupées au sein d'un collectif, ces familles sont contre un projet de lotissement préconisé par Kalilou Wagé. Après une intervention des forces de la gendarmerie suite à leur opposition contre tout morcellement, ils ont fait face à la presse. Des propriétaires du site de Asné, nous, population des villages de Bokidiawé et de Moliel, regroupés en collectif des propriétaires du site de Asné, tenons à informer l'opinion nationale et internationale, et plus particulièrement le président de la République, de la situation très grave que nous vivons actuellement, pouvant entraîner des affrontements, ayant même entraîné des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. En effet, le maire décide unilatéralement de procéder à un lotissement suspect qui prive les familles de leurs terres, leurs moyens de subsistance, et par ricochet, mettre à la disposition du maire plus de 1000 parcelles à usage d'habitation dont les populations ne sont même pas demandeurs. Et au moment où une partie du site est cultivée, nous avons épuisé toutes les voies de recours et les autorités administratives restent sourdes. Il ne nous reste qu'à occuper le site et à empêcher l'exécution des travaux. Une situation prise très au sérieux actuellement par les autorités administratives locales. Seulement, constatant et ayant épuisé toutes les voies de recours, les populations de Bokidiawé et environ ont décidé de camper tous les jours sur le site dénommé Asné pour barrer la route à toute activité des géomètres.
À présent, la réaction de l'équipe municipale, l'adjoint au maire parle de personnes manipulées par des politiciens. Le rapporteur de la commission domaniale souligne que le maire ne reculera pas parce qu'il s'agit d'un projet qui va changer le visage de la localité. Baba Diawara, adjoint au maire, interrogé par Ali Bandelien. Depuis que le maire a accédé à la mairie, il avait parlé d'un projet de lotissement entre Mboliyel et Bokidjavé. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, ce sont des murs qui se superposent. Tu ne peux même pas avoir de rue où passer. Et le maire, lui-même, il en a beaucoup de parcelles là-bas. Il a compris que si vraiment on n'essaie pas de faire quelque chose, on risque de se retrouver comme les anciennes habitations. C'est pourquoi il a apporté devant le conseil municipal un projet de lotissement depuis 2018 qui a été validé par tout le conseil municipal. Alors aujourd'hui, ces propriétaires disent qu'ils vont camper sur le site pour interdire... Le maire ne va pas reculer. Parce que si on voit ce qui se passe actuellement, tout le monde sait qui est derrière. Tout le monde sait qui est derrière ces personnes. Quand on consulte les archives ou bien quand on voit certains visages, on sait que ces gens-là ont été mandatés par des hommes politiques tapis sous l'ombre qui cherchent vraiment à saboter. Le financement des partis politiques constitue toujours un débat dans le pays. Cette semaine et celle d'avant, vous avez certainement vu des coalitions et partis organiser des levées de fonds en vue des locales de 2022. Certains de ces mouvements comptent sur des militants et sympathisants. Mais que dit la loi sur le sujet? La réponse dans ce sujet signée Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Le financement des partis politiques, coalitions ou mouvements demeure flou au Sénégal. Le communiqué du ministère de l'Intérieur considérant la levée de fonds du parti PASTEF illégal semble donner un coup de pied à l'élan du militantisme. Mais les coalitions maintiennent leur mode de financement en faisant appel aux efforts des militants pour le fonctionnement de leur formation politique, ce qui n'est pas interdit par la loi sénégalaise. Je n'ai pas encore vu de loi qui interdit à un parti ou bien à une coalition de partis de solliciter des moyens financiers pour financer soit sa caution, ou bien pour financer sa campagne, ou bien pour financer, je n'ai pas encore vu de loi pour ça. Maintenant, pourvu que cet argent soit licite et qu'il respecte les règles fixées par la loi. L'engagement des militants et sympathisants dans l'action politico-publique doit être bien vu. Il est important, dans un esprit de justice, dans un esprit de participation, que les Sénégalais s'impliquent financièrement dans l'action politique et particulièrement dans les 3 étages d'action politique à venir, à savoir les élections locales, les législatives et la présidentielle de 2024, parce qu'il y va de la survie du pays et cela implique chaque citoyen de ce pays. Ce qu'il faut tout simplement éviter, c'est un financement provenant de sources douteuses. C'est simplement que l'argent financé pour les partis politiques ne provient pas de structures mafieuses ou de structures étrangères qui ont un intérêt là-dedans et dont les implications pourraient porter préjudice aux intérêts du Sénégal. L'appel aux cotisations des militants est la nouvelle formule trouvée par les partis et coalitions politiques pour financer leur action ou mobiliser des fonds pour la caution afin de participer aux compétitions électorales, des méthodes prévues par la loi selon certains. Et concernant ces élections locales de 2022, des organisations telles que le réseau Sigil Jigéen, l'ONG 3D ou encore d'autres ONG plaident pour un quota de 30% sur les listes électorales. Tout est parti d'un constat, l'implication des jeunes est quasi inexistante dans les instances de décision. Alors pour réparer cette injustice, ces organisations ont mis sur pied le projet dénommé Bruit Tambour. Oumingom, chargé de projet du réseau Sigil Jigéen, avec Fatima Touré et Pape Sangouene Mbaye. Le projet est dénommé Bruit de tambour et ce projet a été initié après le constat que les jeunes, les femmes ainsi que les personnes handicapées sont pratiquement pas suffisamment impliquées dans les instances de prise de décision. Et actuellement, on a saisi l'occasion des élections locales qui est en janvier 2022 pour faire un plaidoyer auprès des candidats et candidates pour qu'ils puissent mieux prendre en compte les besoins des jeunes dans les instances de prise de décision. Et ceci ne peut se faire que s'ils sont impliqués. Donc on aimerait qu'un quota de 30% soit au moins alloué aux jeunes lors de ces élections locales
qui seront au mois de janvier 2022. Depuis Dubaï, où il se trouvait pour l'exposition universelle, le chef de l'État, Macky Sall, a dénoncé l'encombrement et le manque de civisme noté dans le pays. Le président Macky Sall veut s'inspirer de Dubaï pour donner au Sénégal une image de marque. Sur le terrain, le constat est bien triste. Riverains et autorités locales déplorent ce fait. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso. Un décor devenu familier. Difficile de faire un tour dans la capitale sénégalaise et de ne pas apercevoir ces épaves de voitures alignées le long de la voie publique. Ce n'est pas bon, on dirait un dépotoir d'ordures. L'image des rues de la Médina, notamment de la rue 6, ce n'est pas digne dans une capitale. Quand on voit une voiture en panne et qui tombe en panne, qui reste des années dans une ruelle, même au début, autant on prenait les voitures, on ramassait les voitures pour les amener à la fourrière, mais ils ont tout laissé. Une occupation anarchique, un encombrement de la voie publique, difficile à supporter aussi bien pour les riverains que pour les maires. Devant chez nous, une voiture qui garde, on parle à son propriétaire, le propriétaire ne nous répond même pas. Il nous jette le bras, il s'en fout de nous. C'est trop. C'est de l'anarchie totale. Les piétons ne peuvent plus circuler librement à cause de l'occupation illégale. C'est inacceptable. C'est un problème réel qui est là. Malheureusement, nous, on en a, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de les enlever. Il faut une grue, il faut de gros camions, et ensuite les amener jusqu'à Diamniadio. C'est ça le problème. Maintenant, la fourrière, c'est à Diamniadio. Cette triste réalité a d'ailleurs poussé le chef de l'État à appeler à plus de civisme et à une reprise des opérations de nettoiement sur l'ensemble du territoire. Par exemple, nous avons fait le désencombrement sur le boulevard Mme Cheikh Ibrahima Fall, ex-Canal 4. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est le canal qui va jusqu'à Soumbédioune. Donc nous avons fait tout le long de ce boulevard, nous avons fait un désencombrement. Nous avons fait un désencombrement là à Amitié 2, parce que là c'était vraiment, il y avait pratiquement tous les mécaniciens. Nous avons fait un désencombrement, nous avons fait un désencombrement au niveau des LSC de Nouroutal. Mais nous, à chaque fois qu'on fait un déguerpissement, on assure le suivi. Dakar comme Dubaï, un vœu du chef de l'État, une ambition qui interpelle l'implication de tous les citoyens. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar ouvre ses portes le lundi 18 octobre après 2 mois de fermeture environ. Durant ces semaines, les autorités ont procédé à plusieurs réformes, notamment sur le plan sécuritaire. Pour accéder à l'enceinte de l'établissement, il faudra désormais montrer patte blanche. La codification est également numérisée pour plus de transparence. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar ouvre ses portes pour le campus social le dimanche 17 octobre et celui pédagogique le lundi 18 octobre. Une révélation du collectif des amicales de l'UCAD. L'université qui avait vu ses portes fermées depuis le 31 juillet 2021 va rouvrir le lundi 18 octobre à 8h pour les enseignements et le dimanche à partir de 17h pour les campus sociaux. Dans l'objectif de renforcer la sécurité à l'université, ces représentants d'étudiants révèlent que désormais, pour accéder dans l'enceinte universitaire, un système d'enrôlement est exigé. L'objectif de ces réformes, c'est d'abord de renforcer la sécurité à l'université, encourager une pacification de l'espace universitaire, mais aussi et surtout assainir l'université. C'est ainsi que nous invitons, nous, en tant que représentants d'étudiants, nos camarades à se faire enrôler, c'est-à-dire de venir auprès de l'université, justement au niveau des portes, au niveau de tous les points d'accès. Des équipes ont été déployées pour assurer ce qu'on appelle l'enrôlement. Même pour la codification, une plateforme numérique est mise en place, une nouveauté pour renforcer la transparence dans la gestion des chambres. S'agissant de la plateforme numérique de codification maintenant, elle est une nouveauté dans l'espace universitaire, voire même au niveau national. C'est une véritable innovation. Elle consiste à renforcer non seulement la transparence dans la gestion des chambres, mais favorise l'excellence comme jamais observée dans ce champ. Les étudiants tiennent à préciser que la campagne de vaccination n'est pas obligatoire à l'université, même si c'est un acte citoyen. Nous tenons à préciser que la campagne de vaccination n'a jamais été obligatoire à l'université de Dakar.
Toutefois, la vaccination est un acte de citoyenneté et se poursuit au niveau de l'université, notamment dans tous les établissements. Donc nous invitons les étudiants qui quand même désirent se faire vacciner, qu'ils puissent au moins savoir qu'à l'université, des sites de vaccination ont été déployés. Ces réformes universitaires visent minutieusement à contrôler les accès à l'université, quand on sait que l'espace universitaire traverse depuis plusieurs années une insécurité inqualifiable. Merci Fatou Bintou Conté. Plus de 150 milliards de francs CFA ont été dégagés pour appuyer le secteur du tourisme et des transports aériens fortement impacté par le Covid-19. Une annonce faite hier jeudi à Pointe-Sarène par Aliou Sarr qui visitait l'état d'avancement des travaux d'infrastructures hôtelières en construction dans la nouvelle station touristique. Il ajoute que l'ouverture de l'hôtel Riou est fixée est prévue pour avril 2022. Aliou Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, est interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Cette visite avait pour objet de nous permettre, au niveau du ministère, d'avoir une idée exacte de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel du groupe Riou, puisque vous savez qu'il y a une route de contournement qui doit être construite par l'AGEROUTE. Et au regard de la visite de ce matin, je suis satisfait de l'état d'avancement, du rythme d'évolution des travaux de l'hôtel du groupe Riou, qui en principe devrait être livré vers le mois d'avril 2022. C'est un projet qui va employer plus de 500 de nos compatriotes. Et cette stratégie de développement du tourisme et des transports aériens est également matérialisée par les investissements importants que le gouvernement est en train de faire dans la construction des aéroports régionaux pour améliorer la connectivité du Sénégal à l'intérieur du Sénégal même, mais aussi du développement important de Air Sénégal pour connecter le Sénégal avec tous les points centraux de la planète touristique. Il faut également dire qu'il s'ajoute au développement du crédit hôtelier et touristique. C'est plus de 75 milliards que le président de la République Macky Sall a mis à la disposition du secteur du tourisme et du transport aérien pour l'investissement. Et ces 75 milliards s'ajoutent aux 82 milliards qui ont été consacrés à la résilience. Donc c'est plus de 150 milliards de francs que le gouvernement du Sénégal a mis à la disposition du secteur du tourisme et du transport aérien pour la période de résilience et aujourd'hui pour la période donc de la relance touristique. Célébration du Gamou à Kaolack, toutes les dispositions ont été prises pour un approvisionnement correct en électricité dans les foyers religieux. Des groupes électrogènes seront également installés demain samedi. Alors qu'il se trouvait à Kaolack, le directeur général de la Sénélec a invité les usagers à être plus prudents avec de supposés agents qui déclarent effectuer des dépannages pour les duper. Pambay Diaw et Faligay à Kaolack. C'était des engagements. La Sénélec a pris toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement correct en électricité durant le Gamou. Seulement avec le coût élevé de la location des groupes électrogènes, ces engins de secours vont être installés la veille de l'événement. Que Sénélec a très bien travaillé avec les comités d'organisation. Et l'ensemble des engagements qui ont été pris ont été respectés. Il ne reste que les groupes électrogènes qui sont des groupes de secours qui vont venir, mais vous comprendrez bien que compte tenu des coûts de location, on ne peut pas les amener à n'importe quel moment. Donc on attendra, ils vont arriver le samedi pour pouvoir être montés, testés. Par ailleurs, la Sénélec se veut aussi claire sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon le directeur général, certaines personnes effectuent des travaux dans les maisons au nom de la société, moyennant des sommes d'argent, alors que les services de la Sénélec sont gratuits. Nous sommes bien en synergie pour une sensibilisation, mais également sensibilisation sur un autre phénomène que nous avons constaté ces dernières années. C'est pour dire à l'ensemble des populations et aux clients de Sénélec qu'aucun service n'est payant. Si quelqu'un vient vous dire « donnez-moi de l'argent pour que je vous fasse un dépannage », il n'est pas agent de Sénélec. Si quelqu'un vient vous demander de l'argent pour vous donner un compteur, il n'est pas agent de Sénélec. Tous ces services sont gratuits. Les chefs religieux qui ont accueilli la délégation de la Sénélec se disent satisfaits des mesures prises par la société.
Il est surnommé le Che Guevara africain. Pourquoi Thomas Sankara fascine-t-il toujours la jeunesse africaine, en particulier celle du Burkina Faso? 34 ans après sa disparition, Thomas Sankara est toujours dans les têtes. La date du 15 octobre, anniversaire de sa mort, nos reporters présents à Ouagadougou ont saisi l'occasion pour donner la parole à des Burkinabés qui parlent tous du grand homme. Envoyés spéciaux Iboukan et Diallo. À Ouaga, la plupart de la population n'a pas connu le défunt président Thomas Sankara. Et pourtant, l'ombre de cet homme plane toujours dans cet environnement, surtout en cette date d'anniversaire de son assassinat. Ici, beaucoup parlent de ses idéaux et même de ses principes. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu parce que quand on l'assassinait, moi j'étais encore gamin. Mais avec le temps, j'ai appris à connaître l'homme, à chercher sur l'homme. Et du coup, l'homme, c'est devenu pour moi un guide, c'est devenu une toile qui guide ma vie. Donc voilà, Sankara, c'est tout pour moi, quoi. Je ne l'ai pas connu, mais à ma naissance, mon père m'a parlé de lui et ses idéaux. J'ai juste appris qu'il a été assassiné. Mais je ne connais pas dans quelles circonstances. Bien sûr que le président Sankara fascine. C'est une icône, et pas seulement pour la jeunesse burkinabé, mais du continent et de sa diaspora. Il a marqué son temps et a mené une politique de dignité, de valeur, comme confirme ces témoignages. Sankara, il était vraiment un combattant, c'était un révolutionnaire. Et c'était quelqu'un vraiment que moi je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, ils doivent s'inspirer de Thomas Sankara. Voilà. Ils doivent s'inspirer de Thomas Sankara pour mieux développer le pays. Beaucoup de ceux qui le prennent en modèle ne l'ont jamais connu. Ils le découvrent à travers ses discours. Sankara reste pour eux un modèle. Moi, la seule phrase que j'ai retenue, qui jusque-là continue d'être affichée par la jeunesse burkinabé, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé le 11 octobre dernier l'ouverture du procès de l'affaire Sankara, 5 jours avant l'anniversaire de sa mort. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. Il a fallu 34 ans après pour qu'arrive le procès sur cette affaire. Vous avez rectifié vous-même. Il s'agit de Ibou Diouf qui est présent à Ouagadougou pour les besoins du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision édition 2021. Alors sur place, les organisateurs s'affairent au dernier réglage. La ville de Ouagadougou vibre déjà au rythme du cinéma africain. Ibou Diouf. C'est l'événement phare du 7e art africain, l'événement phare du cinéma continental. Le FESPACO, depuis 1960, a toujours donné une place très importante aux productions du continent. Également au rendez-vous qui regroupe l'ensemble des réalisateurs, des producteurs, mais également des cinéphiles du continent. Donc cette année, nous avons eu l'honneur d'être invités en tant que pays de cinéma, mais également en tant que membre fondateur de cette institution africaine. Le Sénégal va se présenter donc avec 19 films, dont 14 en compétition. Là, nous sommes en train de s'affairer autour des derniers réglages pour voir l'ensemble des lieux qui ont été choisis pour abriter soit les expositions, les manifestations, mais également les colloques. Côté sécurité, les autorités du Burkina n'ont pas lésiné sur les moyens. Vu que le pays est confronté à une menace terroriste depuis quelques années, donc ils ont choisi donc de mettre le maximum de sécurité pour permettre à tout ce beau monde qui va se déplacer d'être vraiment dans les conditions idoines pour pouvoir suivre vraiment cette fête du cinéma africain. Je suis avec un ami, un artiste, cinéaste, mais également un connaisseur du Sénégal. Mon cher, comment on dit bienvenue à Morée? Bienvenue à Morée, ça veut dire Né Wongo. Bienvenue, Né Wongo. Donc comment on peut dire Né Wongo, viva le cinéma africain? Né Wongo Tigir Kasanga c'est à FESPACO Tigir Kasanga c'est Rwanda 2021 et Wakata na FESPACO Zakonga. C'est la fête du cinéma donc ici à Ouaga. Nous allons tout faire pour permettre à nos chers téléspectateurs de pouvoir suivre en intégralité l'ensemble des manifestations qui sont prévues dans le cadre de cette 27e édition du FESPACO ici à Ouaga.
Ibou Diouf, toute l'actualité du FESPACO, ce sera avec vous. On reparle du décès de Joseph Koto, sélectionneur de l'équipe nationale olympique et locale de football du Sénégal. Une casquette que l'actuelle génération connaît bien. Le technicien sénégalais d'origine béninoise était avant tout très humain au vrai sens du terme, mais aussi un joueur qui se donnait à fond pour gagner. Ce sont là des témoignages recueillis ce matin à la maison mortuaire. Marcel Farba Maroun et Pape Sangone Mbaye. Tristesse et consternation. La mort est toujours difficile à accepter, a fortiori lorsqu'elle arrive brutalement et lorsqu'elle frappe une personne comme Joseph Koto. Sama kër moo doon grand place su waa Sicap Liberté 3 yëpp foofu la doon nekk matin midi soir à partir de 11h ñoom ñu ngi foofu ba x heure je fermais pas ma porte. Problème bu munti am ci biir Sicap, que ce soit au niveau de la police, au niveau des jours ay passeport mal doon telle personne am na problème, telle personne am na lii en passeport am nii la on allait régler. ñëpp xam nañ ma ak Koto bu muy dem pour la première fois Caire 86 këram mal la ko dénk lépp la ma jox muy moom muy Boy Bandi muy Cheikh Seck ñoom ñëpp am na fu ñu ma teg comme Koto li ma la mën wax ci moom kenn mën na wax lépp ci moom on peut pas tout te dire de Koto. C'est un homme. Il a tout donné. Un homme serviable. Il était là matin, midi, soir pour les services des autres. Vraiment, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Parce que c'était quelqu'un qui était très jovial. Moi, je me disais que Koto était épargné par la mort. Parce que Koto avait une joie de vivre, mais pas possible. Pas possible. Moi, j'ai grandi avec lui, avec sa femme. On a cheminé ensemble. Avant de devenir entraîneur de plusieurs catégories de la sélection sénégalaise, Joseph Koto a fait les beaux jours de la SEIB, de la Jeanne d'Arc ou encore de l'équipe nationale du Sénégal. Un joueur doté d'un état d'esprit identique à celui du technicien avec, comme maître mot, la gagne. Un joueur téméraire, courageux, voilà, un vrai combattant, quelqu'un qui avait horreur de perdre, qui avait tout le temps envie de gagner, vraiment un vrai compétiteur. Un grand compétiteur. Les anecdotes, on en a énormément. On peut se rappeler du match contre le Giraffe ou bien à la 90e minute sur le centre de Baba. Bon, il saute plus haut que tout le monde. Bon, les gens ils ont dit que ce sont les esprits qui l'ont soulevé. Voilà des trucs par rapport à sa taille, qui met le ballon au fond pour le ballon de l'égalisation. Voilà, c'est des anecdotes comme ça. Mais bon, il a été toujours quelqu'un de téméraire et quelqu'un de courageux de par sa taille. Il bouffait presque les plus grands et puis les plus athlétiques. Selon un de ses proches, Joseph Koto, d'origine béninoise, avait la possibilité d'entraîner les écureuils. Mais son amour indéfectible pour le Sénégal aura pris le dessus. Quoi qu'il advienne, c'est toute l'Afrique qui perd un humain au vrai sens du mot. Moi, je pense qu'il faut continuer le travail. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers parce que maintenant, tous les pays travaillent. Merci Marcel. La levée du corps de Joseph Koto aura lieu mardi prochain à l'hôpital Fann. Elle sera suivie de la messe à 11h à l'église des Martyrs de l'Ouganda. Joseph Koto sera par la suite inhumé au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM dans quelques instants, la dernière partie de Soir d'Info. Cher Tidiane Diagne qui reçoit Aboukan, économiste. Bonne soirée à tous. À demain.